Bon, en fait, j'avais divisé mon cours en deux parties. La première partie, c'était pour... en vieillissant, j'ai deux personnalités. En cataracte, c'est pas ça, hein. Enfin, on peut faire la... Non, 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 cours 2, cours 2. Voilà, non, celui-là, oui. Voilà, en vieillissant, finalement, j'ai une double personnalité. Une qui est celle d'un vieux briscard qui a essayé de veiller la technologie qui ne marche pas si mal. Et puis, j'ai toujours gardé ma personnalité scientifique. Donc, j'avais divisé cette présentation en deux parties. La première, c'est pour parler de la monovision. C'est un cours qu'on avait fait avec Pierre Bouchu, qui m'a gentiment prêté ses diapos. Je crois que la monovision, finalement, c'est quelque chose, en tous les cas, pour la chirurgie cornéenne de la presbytie, qui ne marche pas si mal. Et finalement, en chirurgie cornéenne, on fait essentiellement de la monovision. Donc, juste deux, trois règles sur la monovision. Je crois qu'il faut au maximum laisser une dioptrie et demie, parce que si on dépasse une dioptrie et demie, c'est quasi toujours mal supporté. L'autre règle, c'est que ce que je fais en pratique, c'est que j'aime bien la tester avant la chirurgie. Donc, je propose aux patients d'essayer des lentilles de contact pendant quelques jours pour tester leur monovision, et je ne propose la chirurgie que si le patient est ravi par sa monovision en lentilles de contact. Et puis l'autre règle également, je crois que la monovision c'est idéal chez le myope, puisque c'est non seulement vous lui traitez la myopie, mais en plus il est content, donc il y voit mieux de l'œil opéré, mais en plus il apprécie sa monovision, et c'est bien toléré par l'hypermétrope. Et puis l'hémétrope, c'est difficilement accepté en tous les cas. Et donc, si vous opérez un hypermétrope en monovision, je vous conseille fortement de faire un test en lentille de contact avant la chirurgie. Voilà, je crois que c'était juste pour vous rappeler. On peut mettre la suivante, s'il vous plaît, la communication suivante. Voilà, c'est ça. Donc là, je crois que c'est important de rappeler ça sur la monovision, parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on en fait pas mal. Enfin, c'est la base de la chirurgie. Donc, la grande mode du presbylasique. Où est-ce que je mets le... Je ne vois pas où je mets en grand, là. Ah oui, pardon, merci. La grande mode du presbylasique, c'est le fait qu'on peut moduler, avec les dernières générations de laser, la sphéricité. Donc, le principe, c'est le suivant. Vous avez cette image qui a l'air compliquée, mais très simple. En bleu, c'est un œil qui n'a pas d'aberration. Et vous voyez que l'œil qui n'a pas un œil parfait, vous voyez qu'il voit très bien dans la zone de focus, puisqu'il a une acuité en ordonnée, c'est la qualité de vision. Donc il a une vision parfaite lorsqu'il est dans la zone de focus, mais lorsqu'il est en dehors de la zone de focus, que ce soit -1 ou +1, vous voyez que sa qualité de vision baisse très rapidement. Par contre, un œil qui a une aberration sphérique, qui est en rouge, vous voyez que dans la zone de focus, sa vision est moins bonne, mais lorsqu'on est en dehors de la zone de focus, à une ou deux dioptries, il garde une certaine vision, qualité de vision, et c'est le principe de l'induction de la sphéricité. Donc, tout ça pour dire que l'induction de la sphéricité, c'est forcément un compromis, puisque vous l'avez vu d'après le schéma d'avant, on va un petit peu dégrader sa qualité de vision, mais on va augmenter sa profondeur de champ. Donc, ce qui veut dire que le patient, vous le voyez ici, va voir bien de près, va améliorer sa vision de près, mais par contre va dégrader sa qualité de vision et sa vision de loin. Donc il faut trouver le compromis qui lui permet d'améliorer sa profondeur de champ sans dégrader sa qualité de vision. Alors qui c'est qu'il faut opérer? Alors en pratique, c'est simple. L'induction de la sphéricité en presbylasique, ça c'est réservé essentiellement à l'hypermétrope, entre, je dirais, 45 et 55 ans, puisqu'on peut gagner en gros en presbylasique une 50 dioptrie ça équivaut à 1,5 dioptrie de myopie. Et donc après 60 ans, la perte d'accommodation est plus importante et c'est une moins bonne indication. Donc l'indication essentielle, pour faire simple, c'est entre 45 et 55-60 ans pour proposer un presbylasique. Bien sûr, si la cristalline est claire, mais après 60 ans, je crois qu'il ne faut pas proposer un presbylasique parce que le patient ne sera pas content, parce que vous n'améliorerez pas suffisamment sa vision de près. Et puis l'indication, c'est l'hypermétropie. Vous savez que la chirurgie de l'hypermétropie en LASIK marche bien maintenant jusqu'à environ 5,5 dioptries. Et donc on peut le proposer en gros entre 1,50 et 6 dioptries.
Je crois que c'est très délicat de le proposer chez les métropes, le presbylastique, puisque vous allez dégrader le principe, vous allez voir, est d'induire une monovision optimisée, et vous allez dégrader sa vision de loin. Et certes, il sera content en vision de près, mais maintenant, en post-opératoire, il vous dira qu'on a dégradé sa vision de loin, il ne sera pas content. C'est ce que je vous disais, et métrope, c'est délicat. Et puis chez le myope, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la monovision, les myopes sont très contents, et ce n'est pas la peine d'aller compliquer cette chirurgie en induisant une aspéricité positive qui est compliquée à induire au niveau des profils d'ablation des lasers modernes. Donc, quelle stratégie utiliser en presbylastique? Alors, la quasi-totalité des chirurgiens, des plateformes, maintenant, utilisent ce qu'on appelle le presbylastique central, qui est la technique qu'on appelle, alors, suivant les marques de laser, si vous avez un Zeiss, ça s'appelle laser blended vision, si vous avez les Legretto, c'est le facteur Q, etc., etc. Le principe reste le même, et de faire une monovision optimisée et d'induire une hyperplasticité centrale sur l'œil dominé, c'est-à-dire de faire bomber la cornée centrale et d'aplatir la cornée périphérique. Et donc, le principe est le suivant, on va induire une monovision de 1,25 qui est souvent bien tolérée, et en induisant de la sphéricité en plus, on va encore améliorer la vision de près. En gros, vous le verrez après, l'induction de la sphéricité va faire gagner l'équivalent de 0,75 dioptrie de myopie. Donc finalement, 1,25 de monovision plus 0,75, plus de la sphéricité qui rajoute de la myopie, le patient a 2 dioptries, l'équivalent de 2 dioptries d'accommodation et est content. Alors, bon, ça je vais passer parce qu'on n'a pas le temps. Alors, comment il faut programmer la sphéricité? Tout le problème du presbylastique, c'est quelle aberration sphérique induire. C'est un article qu'on a publié récemment dans Ophtalmology, où on montre que c'est compliqué de choisir l'aberration sphérique qu'on doit induire chez les patients. Donc ça, je vais passer, on n'a pas le temps. Voilà, ça c'est, on avait repris tous les patients, on avait comparé l'aberration sphérique post-opératoire et l'amélioration de la profondeur de champ. Et ce schéma, il a pour mérite de vous montrer que c'est très compliqué de savoir, chez un patient donné, quelle est l'aberration sphérique idéale post-opératoire qui lui permettra d'augmenter sa profondeur de champ. Vous voyez que, par exemple, j'ai mis 2 flèches pour montrer que certains patients ont amélioré considérablement leur profondeur de champ pour une aberration sphérique négative, alors que d'autres ont amélioré la profondeur de champ pour une aberration sphérique positive. En gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque ça marche bien, en moyenne, en tous les cas, l'induction d'une aspéricité équivaut à 0,75 dioptrie de myopie qu'on rajoute à la monovision. Voilà, on va passer là aussi, on n'a pas le temps. Je crois que tout ça, c'est trop compliqué en 5 minutes. Je vais passer. Tout ça, on va passer. Voilà, l'autre problème du presbylastique, c'est celui-là. C'est que l'induction d'une aspéricité consiste à aplatir la cornée périphérique. En fait, une cornée, on ne peut pas l'aplatir, puisqu'elle est bombée en périphérie. Donc la seule solution, c'est de faire un profil d'ablation qui va, vous le voyez ici, qui va enlever du tissu cornéen pour aplatir la cornée périphérique. Et la seule façon d'aplatir périphérique, vous le voyez, c'est d'associer une ablation centrale, et l'ablation centrale va induire une hypermétropie, puisqu'on enlève du tissu central. Et donc, en même temps qu'on va faire la sphéricité, on va induire une hypermétropie. Et donc, il faut compenser le profil asphérique par une correction de l'hypermétropie induite par le profil asphérique. Et c'est assez compliqué. Le deuxième problème qui se pose en presbylastique, c'est celui-là, c'est que on ne sait pas, autant chez le myope, c'est facile de centrer la photoablation sur le centre de la pupille, parce que le centre de la pupille correspond au centre optique de l'œil. Autant en périphérique, chez les hypermétropes, c'est pas le même problème. Et on va induire, on est obligé de centrer sur le centre de la pupille, ou même si vous centrez sur le vertex, quoi qu'il en soit, vous allez induire une aberration chromatique qui va s'ajouter à l'aberration sphérique et qui complique les résultats de la chirurgie. Tout ça, cette diapo, c'était pour montrer que l'aberration chromatique et l'aberration sphérique se rajoutent pour améliorer la profondeur de champ. Bon, ça, on va passer. Voilà. L'autre chose importante également, c'est qu'on est obligé en presbylastique de centrer parfaitement la photoablation et que ça dépend de la pupille des patients. Vous avez ici des patients différents qui ont des dynamiques pupillaires complètement différentes, avec des patients qui, en vision mésopique, ces deux patients ont des pupilles très différentes, et vous voyez qu'elles se contractent de façon différente. Le centre de la pupille bouge selon qu'on soit en vision mésopique ou en vision scotopique, ce qui complique encore la chirurgie chez ces patients hypermétropes. Voilà, pour terminer, je m'excuse parce que je n'ai pas le temps de détailler toutes ces diapositives.
Je crois que la réalité, c'est la suivante, c'est que ça vaut le coup de proposer un presbylastique chez un patient hypermétrope qui a, je dirais, moins de 60 ans, et que le presbylastique rajouté à une monovision modérée, aux alentours de 1,25, permet aux patients de tolérer la monovision. Et finalement, chez ces patients hypermétropes, si le patient n'est pas exigeant, je crois qu'on peut tout à fait le proposer aux patients et que c'est moins agressif qu'un implant multifocal chez ces patients jeunes. Et le deuxième message que vous voulez faire retenir, c'est que je pense que les profils d'ablation vont s'améliorer, tiendront compte de la dynamique pupillaire, tiendront compte également permettront de prédire avec une meilleure précision l'aberration sphérique induite chez le patient, et que ça devrait, les nouveaux profils d'ablation d'ici 1 ou 2 ans, devraient encore s'améliorer et encore améliorer les résultats chez ces patients hypermétropes jeunes. Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir présenté des diapositives aussi complexes en quelques minutes. Je ne sais pas s'il y avait Béatrice, on a peut-être le temps pour répondre à une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Béatrice sur les implants multifocaux? Bon, en gros, pour conclure, je crois qu'on est tous les deux du même avis. On n'est pas du tout des partisans de l'ablation du cristallin clair. Et notre philosophie, c'est, Béatrice me contredira peut-être, c'est le patient jeune qui a un cristallin clair jusqu'à 55 et un peu plus, en tout cas moins de 60 ans, on est hypermétrope, on est en droit de lui proposer un presbylastique, mais que passé 60 ans, la seule chirurgie qui lui permettra de lui donner avec une satisfaction sur sa vision de près, c'est la multifocalité. Je pense que c'est résumé en quelques mots. Voilà, je vous remercie en tous les cas d'avoir écouté ces communications, certes un peu compliquées en quelques minutes. Peut-être une seule question. Moi, je crois que vous posez une question essentielle. Peut-être Béatrice ne sera pas d'accord avec moi. Moi, ma philosophie, je suis pas... Je sais évoluer, hein, mais je ne suis pas un grand chirurgien. Je ne fais pas un grand nombre de multifocaux. La raison essentielle, c'est celle-là. C'est que je crois que le patient, un jour ou l'autre, il va devenir... enfin, il y a des risques en tous les cas, qu'il ait une DMLA. Et que on verra plus tard. C'est souvent comme ça en chirurgie réfractive. Mais je pense que dans quelques années, on aura des patients qui vont être très gênés par leur multifocalité. Certes, les chirurgiens me répondront que même si c'est dans 20 ans, ils auront gagné 20 ans super dans leur vie. Mais je crois que vous posez une question clé et à laquelle il est difficile de répondre de nos jours. Donc, si le patient a un terrain à risque, c'est-à-dire que la famille a une famille de DMLA, je pense que vraiment ce patient est à considérer comme avec ce risque qui justifie qu'on ne le fasse pas, ou alors ça fait peut-être partie de ces indications des piggybacks dont on parlait. C'est-à-dire que pour tous ceux qui aujourd'hui ont l'appréhension qu'évoque François, ça peut être une possibilité de penser au piggyback qu'on pourra retirer, qui apporte sa multifocalité ajustable. Alors moi, je mets des multifocaux depuis très longtemps, avec pourtant les règles de prudence que je vous ai évoquées. Quand je dis que j'en mets beaucoup, j'en mets 12 à 15 semaines. Hein, donc vous voyez, c'est une vraie population. Hein, avec pourtant les mêmes règles auxquelles je suis attachée. On a maintenant pratiquement une quinzaine d'années de recul. On n'a pas eu à en retirer. Ce qui se passe en fait avec la DMLA, c'est que la vision est pourrie globalement. Mais vous avez tous au quotidien ces patients qui ont des DMLA, vous savez, ils ont 36 paires de lunettes progressives, ils ont le culot de vous dire « Ah non, moi je prends celle-là pour faire ci, pour faire ça ». Donc ils sont juste malheureux. Je ne pense pas qu'on aura retiré des multifocaux sur DMLA. Je pense qu'on ne leur rendra pas forcément, bien sûr, service. En tous les cas, le patient n'utilisera plus sa multifocalité, pas plus qu'il est capable de performer avec son verre progressif. On perdra la performance, mais ce ne sera pas, à mon sens, une raison de retirer l'implant. Alors, on a quand même déjà quelques exemples. On a des membranes. Donc, on va d'ailleurs, nous, à la Saphir, on rapporte tout le grand recul des complications rétiniennes qu'on a pu avoir jusqu'alors à la SFO, à la SFO. Et donc, on a quand même des pelages de membrane, on a des œdèmes maculaires. Dans tous ces cas, le patient, bien sûr, n'a pas la bonne performance qu'on attendait, mais on n'a pas eu explanté. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je reste, si on raisonne de façon simple, je crois qu'un patient qui a une DMLA, il faut s'acharner à lui trouver un système optique optimal pour qu'il puisse y voir le mieux possible avec sa DMLA. Et je crois que la multifocalité, c'est certainement pas un système optique optimal qu'il faut chercher chez ce patient. Mais bon, j'ai un raisonnement un peu de vieux con, je m'en excuse. Et je suis un peu... Mais enfin, bon, ça me paraît être du bon sens, voilà.
Mais vous voyez, bon, je crois que la vérité, elle est entre les deux. On a les mêmes contre-indications. Hein. Je vais tout casser. Une dernière question, hein, parce qu'après, on va se faire engueuler par les spécialistes du kératocone. Là. Oui, oui. Oui, alors, donc moi j'ai une grande expérience, pas du camera, j'ai une expérience du raindrop. Vous savez qu'il y a 3 concepts d'Inlay. Il y a le concept camera, le petit trou sténopéique, comme le diaphragme d'un appareil photo, qui a le marquage FDA et CE. Intérêt de celui-là, le centrage et la localisation assez profonde dans la cornée. Deuxième concept, le concept du petit lenticule multifocal. Celui-là, c'est le Presbia, c'est le FlexiView, qui pose également un problème de centrage, mais qui a beaucoup évolué avec là aussi des zones multifocales lissées. Puis le troisième, c'est le raindrop, qui change que la sphéricité. Il fait ni plus ni moins ce que fait le presbylasik de François tout à l'heure. Il module les courbures et donc la sphéricité, donc il est moins sensible au centrage. Pour tous, inducteur quand même de sécheresse, grande vigilance de surface oculaire, et pour tous, suivi au long cours de la biotolérance. Et on sait que ces inlays, à mon sens, c'est le discours que je tiens aux patients, et je vois que l'évolution au long cours nous donne raison, ne seront pas faits pour durer toute la vie des patients. Donc c'est un peu comme un implant FAC, on les met pour une période donnée, et on sait qu'à l'heure de la vraie cataracte, ils seront plus suffisants, ou bien la transparence cornéenne, qui est à surveiller étroitement, ne sera plus tout à fait aussi sympathique qu'au départ, on aura à les retirer. Mais c'est une jolie alternative pour patienter jusqu'à l'heure de la cataracte. C'est ce que je m'en sers actuellement chez le petit hypermétrope ou chez l'hémétrope avec un chouïa d'hypermétropie pour patienter jusqu'à la cataracte. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la session suivante qui est sur le kératocone. Et je crois que je suis le premier orateur. Si on pouvait mettre... Je ne sais pas si ça vous dérange de mettre la première communication. Il est parti? Si vous pouvez appeler le copain, là. Ah. Non, il n'est pas là? Non, mais c'est celui-là.